France Maghreb 2. Le peuple a parlé et le verdict est sans appel hier soir avec la victoire d'Emmanuel Macron au premier tour. Alors victoire nette, pas franchement, mais victoire. Devant une Marine Le Pen qui s'est qualifiée pour le second tour. Et aujourd'hui, nous avons une configuration un peu particulière. L'aspect le plus historique de ce premier tour, c'est l'élimination des deux partis de la 5ème République, à savoir LR et le Parti Socialiste qui sont out. Youssef Brakni, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on s'y attendait un peu. Ouais, c'était bon, les sondages avaient prévu ça, mais bon, je m'attendais pas à voir Macron quand même aussi haut. Ouais. Quand même. Monsieur Louati Yasser, comment il va? Très bien, et toi? Ouais, impeccable Yasser, on s'y attendait un peu. Non, en fait, oui et non. Moi, je pensais pas qu'Hamon aurait un score aussi bas. Ouais. Je pensais qu'il y aurait quand même plus que 10%. Pourquoi pas arriver 3ème à la fin. Puis aussi la surprise que, comme à bon gré mal gré, Fillon arrivait 3ème quand même. Hein. Oui, Ce qui est pas Fillon rien. out. Hein, et on a quand même frôlé peut-être la catastrophe avec... on nous en parlait, en tout cas, on nous laissait entendre qu'il y avait une possibilité que Le Pen, Fillon se retrouvent au second tour. Bon, déjà, il y en a un des deux qui est parti. Ouais. Ça peut éventuellement rassurer quelques-uns. Non, il y a un qui rassure. On va dire, Le Pen au second tour, c'est une nouvelle norme avec Le Pen au second tour. Non, il y a rien de rassurant. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que Yasser, il faut signaler le score important de Marine Le Pen. Plus de 7 millions de Français se sont prononcés pour elle. Oui, bah elle a augmenté son score. Elle a augmenté, C'est elle a un 5 score millions. historique. 5 millions en 2012, il me Elle a semble. battu très largement son Ouais. père en 2002. Ouais, largement déjà en 2012, et là, elle a rebattu un nouveau record. Elle arrête pas de progresser en fait. Elle arrête pas de progresser et aujourd'hui la configuration qui est proposée est pas du tout la même qu'avec 2002 parce qu'on nous fait beaucoup de comparatifs depuis hier soir dans les médias, dans le sens où Emmanuel Macron, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ne gagnera certainement pas avec un score aussi élevé Ah, ça, c'est qui était sûr. le score de Jacques Chirac avec je crois 84 ou 82%. Score à la Ben Ali, ouais. Voilà. Non, mais ça c'est mort ça. Non, c'est impossible, il leur fera pas là. Donc- D'ailleurs, même les premières estimations, c'est 60% pour le moment pour moi. Oui, pour l'instant, et ça sera certainement en plus un peu moins. Est-ce qu'aujourd'hui, avant qu'on en reparle tout à l'heure un peu plus longuement, mais aujourd'hui pour vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui le fait de dire Emmanuel Macron s'est gagné d'avance ou pas? Yasser. Probablement. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Les choses semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles se produisent. Mais non, je vois pas. Enfin, la base électorale de Marine Le Pen a été tirée au maximum, et je pense pas qu'elle ira au-delà de ce qu'elle a déjà. Par contre, la question qui se pose, c'est ce qui va se passer aux législatives. Oui. Entre les alliances de la droite dure et parce que, entre les morceaux qui vont rester de ce qu'on appelle le parti les Républicains, les alliances qui vont se faire avec le Front National. Déjà qu'il y en a eu plusieurs qui ont appelé à des alliances. Ce que aussi va récupérer Nicolas Dupont-Aignan, qui a quand même fait un score non négligeable de presque 5%. Il a fait un bon score lui. Il a fait, il le venait. Moi, franchement, je pensais pas qu'il irait aussi haut. Non, là, ça représente 2 millions d'électeurs. C'est un séisme politique. Donc, en gros, on se retrouve avec deux personnes qui n'ont jamais occupé de fonction nationale. Enfin, à part Macron, qui a été ministre pendant quelques mois. Oui, ministre, et il a été aussi à l'Élysée en tant que conseiller. Non, mais moi je trouve que c'est Marine Le Pen a à la limite plus de légitimité puisqu'elle a déjà été élue par le suffrage. Alors que Macron n'a fait qu'être. C'est ce que je voulais dire, pardon. C'est ce que je voulais dire, Alors c'est que que Marine Le Macron Pen n'a est jamais députée été élu. européenne, quoi. Ouais. C'est que Macron, en fait, voilà, c'est qu'il a cherché, en fait, pourquoi est-ce que je disais ça? Ouais, C'est ouais. justement qu'il a jamais été élu. Ah ouais, Oui. lui vraiment il est du système à fond. Bon là c'est sa première élection, là on verra s'il sera élu, mais. Première élection, vous vous rendez compte, ça fait un an qu'il a quasiment ouvert jour pour jour inauguré son mouvement En Marche. Ouais. Un an après, il devient probablement, en tout cas, visiblement ce qui s'en dessine, le futur président de la République. En tout cas Mais- lui il en est sûr. Hein, que c'est le futur président. Oui, et effectivement. Alors justement, le fait d'avoir prononcé ce discours un petit peu glorieux, d'avoir Ouais. déjeuné d'ailleurs dans un restaurant un peu chic. Fouquet, je crois, non? Non, Non, pas la Phuket Coupole. du tout, dans La le 14e, Il à a pas fait comme Montparnasse. Sarko, ouais, ça. Voilà, ça ressemble un peu, et d'ailleurs ça lui est reproché depuis ce matin, et la réponse qu'il a donnée c'est vous ne comprenez rien à la vie, quoi, vous savez pas, voilà. Bon, ceci étant, la question que je vous poserai aussi tout à l'heure, et on va se la poser ensemble si vous voulez bien, est-ce que tout cela finalement, cette configuration, quand on y réfléchit bien, est-ce pas une mauvaise manœuvre du président de la République, qui est d'ailleurs en train de s'exprimer en disant qu'il était temps de ne plus se taire, mais qu'il fallait appeler à voter Macron. Est-ce que tout ça ne relève pas d'une manœuvre du président de la République? De toute façon, ils ont pendu leur propre candidat. Et comme tu disais en off après la dernière émission, c'est que pour une fois que je parle de Youssef, pour une fois que le Parti Socialiste a un candidat qui se lève, qui ouvertement dénonce l'islamophobie, se prononce en faveur d'un État palestinien indépendant et souverain, qui se prononce avec un discours vraiment de gauche, et même avec, pour moi qui me parle justement
même si je crois pas aux promesses, un 49.3 citoyen, en gros, de demander des comptes aux élus, il est en fait pendu en place publique par son propre parti. Ouais. C'est pour ça que le Parti socialiste mérite de mourir aujourd'hui. Alors on en parlera de tout cela avec vous évidemment, et on parlera aussi au travers de la question que l'on vous pose, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions sur la page Facebook aujourd'hui. C'est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé lui de ne pas se prononcer pour le second tour, à l'instar l'inverse de Fillon, de Hamon et de quelques grands ténors de la politique française, qui appellent tous donc à voter Macron pour le deuxième tour. Lui a décidé de dire non, attendez, on attend, moi j'attends, j'ai été mandaté par personne et j'attends de consulter ma base. Les insoumis doivent se prononcer avant que je puisse donner une consigne de vote. Alors les commentaires, on le verra sur la page Facebook, sont assez diverses. Il y en a qui effectivement comprennent pas cette position du chef d'un responsable politique qui est Jean-Luc Mélenchon, et puis d'autres qui le soutiennent dans son action. On en parlera en tout cas avec vous, bien sûr, mais en guise de coup de cœur. C'était légitime, bien sûr, au lendemain d'une catastrophe, puisque Marine Le Pen au deuxième tour, c'est toujours une catastrophe, pardonnez-moi de vous le rappeler, mais Marine, Diams, pour nous rappeler. Voilà, Diams, Marine, en guise de coup de cœur pour commencer cette campagne du second tour qui a démarré sur les chapeaux de roue d'ailleurs depuis hier soir à la télé. Vous avez vu, les règlements de compte commencent à être au rendez-vous, hein, notamment du côté des LR. Là. Alors, ça y est, ils en sont à Fillon, il s'en est pris plein la tête hier soir. Hein. J'offre le popcorn. Alors, Yasser, ton programme, pour te parler de quoi dans ton avis tranché tout à l'heure? Aujourd'hui, c'est sur la dénonciation sans passage à l'action. Oui. Enfin, en gros, pour résumer, c'est toute dénonciation sans passage à l'action n'est que victimisation. Très bien. Bon, Youssef, on en avait parlé vendredi. Oui, donc voilà, chose promise, chose due. Donc je vais faire sur la guerre du Rif. La guerre du Rif. Autour de Abdelkrim El Khattabi. Très bien. Attends. T'es venu vendredi, toi? Oui, il est venu vendredi, oui. Absolument. Bah oui, parce que lundi c'était férié. Voilà. Ah, t'es comme ça, Youssef. Ah ouais, moi je viens forcément la semaine. Ah, t'as vu ça, Christophe? Mais c'est les gens qui me le demandent. Ah oui, toujours, on se cache derrière le peuple, toujours. Bah oui. Bah évidemment. C'est pas moi, c'est eux qui se demandent. C'est le général de Gaulle, Youssef, tu sais. Ouais, bah voilà, on m'appelle, je viens. Les coups de cœur, les gars, c'est quoi? Pour ma part, ça sera donc du coup c'est demain à 13h à la cour d'appel de Versailles pour Bagui Traoré. Ouais. Yasser, les personnes qui commencent à lancer des listes citoyennes. Ah très bien. Ah oui, on va en parler évidemment. Les législatives approchent à grands pas. Allez, pub. Et dans un instant, on écoutera Monsieur Hollande qui s'est prononcé. Ça y est, il est sorti de son palais aujourd'hui. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Monsieur Yasser Louati, Youssef Braknik sont avec nous aujourd'hui, et donc chose attendue, ça a été fait vers 16h. Le président de la République, François Hollande, a pris la parole pour annoncer son choix pour le 7 mai prochain. Le président François Hollande qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Je propose d'écouter son intervention. On pourra ensuite la commenter si vous le souhaitez, bien sûr. Donc c'était en direct de l'Élysée. Les résultats du vote de dimanche ont placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il est de mon devoir de définir une fois encore ce que j'estime être les enjeux du scrutin du dimanche 7 mai. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Le pouvoir d'achat des Français serait directement amputé si Marine Le Pen devait l'emporter et si la France sortait de la zone euro. Si les restrictions aux échanges commerciaux se multipliaient à travers des mesures protectionnistes, ce seraient des milliers d'emplois qui seraient supprimés dans les industries de notre pays. Et si encore la taxation des produits venant de l'étranger venait à être introduite, alors ce serait une hausse des prix sans précédent qui frapperait les plus fragiles. Il y a donc à la fois le danger de l'isolement de la France
mais aussi de la rupture avec l'Union européenne. Enfin, face à la menace terroriste, qui exige la solidarité et également la cohésion de notre pays, l'extrême droite diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos concitoyens au regard de leurs origines ou de leur religion. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Voilà pourquoi, face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui, au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet, ont appelé à en faire de même. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France. Tel est, mes chers compatriotes, le message d'unité et de responsabilité que je souhaitais vous adresser. Car ce qui est en cause, c'est la conception que l'on a de la France, c'est également l'unité de notre nation, c'est son appartenance à l'Europe et c'est sa place dans le monde. Tout ce à quoi j'ai scrupuleusement veillé depuis le début de mon mandat. Et j'entends encore, pour ces derniers jours, avant même que je ne cède mes responsabilités au terme de mes fonctions, défendre les principes auxquels je suis attaché et qui font l'honneur de la France. Merci. Voilà, c'était le président de la République il y a quelques minutes, là, vous avez quasiment rien raté. Le discours en intégralité de François Hollande. Alors, petite analyse à froid. Non, mais plutôt à chaud. Tu sais, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quand tu n'as plus honte de rien, fais ce qu'il te plaît. Et vraiment, François Hollande n'a plus honte de rien. Je veux dire, c'est une blague, quoi. C'est-à-dire, sur la question de l'antiterrorisme, je veux dire, le mandat de François Hollande, c'est lui qui a fait grimper en flèche l'islamophobie, ne serait-ce que par la mesure de l'état d'urgence, où on a quand même eu plus de 3000 foyers musulmans qui ont été perquisitionnés. C'est lui qui a fait en sorte, du coup, de diviser la population française, de s'en prendre aux musulmans, de montrer les musulmans comme étant un bouc émissaire, comme étant les responsables implicitement de ces attentats. Donc, pour moi, je le dis franchement, entre Valls et Hollande, il est très difficile de faire la distinction entre eux et Marine Le Pen, sur leur islamophobie et sur leur racisme, sur les interventions étrangères. Depuis que jamais on a eu un président qui a été aussi interventionniste et qui a autant ramené de chaos dans le monde musulman et qui du coup s'est répercuté sur la France. Donc je veux dire, c'est une grosse blague. Ensuite, sur la question économique et sur le protectionnisme, là aujourd'hui, moi je suis pas du tout pour ces thèses économiques, mais quand on regarde aujourd'hui Donald Trump, c'était exactement le même discours qui avait été dit par tous les pseudo-experts français et internationaux de la catastrophe économique que serait Donald Trump pour l'économie américaine, du protectionnisme, etc. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis se portent très très bien. Il n'y a pas eu du tout la catastrophe annoncée, il n'y a pas eu du tout le crash annoncé. Donc franchement, je trouve que tous ces arguments sont vraiment bidons et je trouve même qu'ils donnent surtout, je pense à mon avis, envie aux Français d'aller voter Le Pen. Yasser ? Écoute, c'était... Non, ça montre vraiment, je rejoins ce que disait Youssef. Bon, c'est pas 3000, c'est plus de 4200 perquisitions. Ah oui, je me suis arrêté. Pour seulement 6 enquêtes qui sont liées au terrorisme. Je rappelle que c'est lui qui a insisté lors de la présentation du projet sur la déchéance de nationalité, d'inclure, même quand on est né français, ça veut dire ce ne sont pas seulement les naturalisés, c'est lui qui a poussé jusqu'à faire éclater sa propre majorité sur la question. Il faut pas oublier que la France aujourd'hui, elle est présente dans 9 théâtres militaires à travers le monde. 7. Non, c'était 9 au dernier compte. Bon. Après, à moins qu'il y a différentes catégories, mais là j'ai eu le chiffre de 9 théâtres d'intervention. Maintenant, sur le fait que, encore une fois, du haut de son trône, ils viennent dire aux Français pour qui voter et qu'ils viennent leur donner une lecture
en opposition à la politique qu'il a poursuivie pendant 5 ans, du racisme exacerbé, la mise sous surveillance du pays avec la loi sur la surveillance, l'interception des communications, les perquisitions qui passent plus maintenant par le juge mais qui sont décidées de manière administrative, ces centaines d'assignations en résidence qui ont ciblé prioritairement les citoyens de confession musulmane. Lorsqu'on a en plus ce François Hollande qui a accueilli à bras ouverts un certain maréchal Sissi, le sanguinaire égyptien, lorsqu'il a interdit les manifestations pro-palestiniennes et qu'il s'est fait dicter en plus le communiqué de réaction au bombardement de Gaza. Mais je veux dire, là c'est vraiment, on voit que ces personnes-là méprisent le reste de la population. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il devrait faire ce qu'il veut. S'il dit il n'est pas possible de se taire, si lui n'y arrive pas, qu'on l'oblige à se taire. Et je fais d'ailleurs le lien entre la position de François Hollande à l'instant qu'on vient d'écouter et celle de Jean-Christophe Cambadélis, qui ose encore donner des leçons après ce qu'ils ont fait à Benoît Hamon. Après le fait ne pas avoir respecté les résultats de la primaire, ne pas avoir puni les cadres du PS qui se sont tous ralliés à Macron, envoyant le même message qui avait été envoyé pour la Constitution européenne qui avait été refusée. En gros, votez pour qui vous voulez, nous finirons par faire ce que nous voulons. Donc maintenant, encore une fois, c'est un nouvel épisode que ce système politique est un jeu truqué et une farce pour le citoyen moyen. Mais il y a peut-être une configuration qui est à noter, qui est peut-être pas la même que si on avait un deuxième tour entre, je sais pas moi, Macron-Fillon, Macron-Mélenchon. C'est la présence au deuxième tour et avec, en plus, un score historiquement haut pour Marine Le Pen, qui n'a jamais été aussi près du pouvoir. Yasser Al-Wati Youssef, c'est peut-être là aussi l'urgence, non? Non, Christophe, on peut pas mettre l'incendie. On peut pas mettre la maison à feu et à sang et puis à dire appeler les secours et appeler aux pompiers. On ne peut pas. C'est la montée de Marine Le Pen est due à la politique de François Hollande, aussi bien au niveau économique que sur les questions identitaires, que sur les questions institutionnelles, que sur les questions européennes. Ouais. Donc il peut pas faire monter Marine Le Pen et dire il faut la combattre. Donc ça montre bien le cynisme. Et quand je disais il y a une interview pour un site marocain, je disais que ces gens-là sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour rester au pouvoir. Cette manœuvre-là, comme disait à l'instant tout à l'heure Youssef, elle a été faite pour court-circuiter Manuel Valls. Et si vraiment François Hollande s'estimait, soucieux de la République, il aurait commencé par respecter la volonté de ceux qui ont voté aux primaires du Parti Socialiste. Non, encore une fois, c'est une supercherie. C'est une supercherie et il faut que François Hollande arrête d'insulter l'intelligence du citoyen moyen. Youssef, finalement, on en revient à la question de tout à l'heure. Est-ce que tout cela, ce scénario où la présence d'Emmanuel Macron au second tour, n'est pas aussi une manœuvre du président de la République, François Hollande? On le sait, c'est le candidat qu'il avait choisi par. Je pense c'est clair, ça va même plus loin. Moi, je pense même que Marine Le Pen était souhaitée au second tour. En fait, la vérité, c'est que tous les candidats qui étaient susceptibles de passer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que personne n'a été surpris. Oui, voilà, personne n'a été surpris. Tout le monde était même plutôt content. Il fallait voir le sourire de Emmanuel Macron, qui faisait comme s'il avait gagné. D'ailleurs, il est parti festoyer après dans un célèbre bar parisien, enfin Montparnasse, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, enfin, je veux dire, ils ont tous voulu être face à Marine Le Pen. Tous. François Fillon. Emmanuel Macron, peut-être pas Mélenchon, je pense pas, mais en tout cas pour ceux-là, c'était sûr que c'était l'adversaire idéal, parce qu'ils savent tous que derrière, ça sera l'appel au barrage républicain, le front républicain, et du coup un score à la Ben Ali, quoi. Mais je pense que cette fois-ci, ça va pas se reproduire forcément, en tout cas pas un score aussi large. Et de toute façon, comme l'a dit Yasser, le chantage à Marine Le Pen, c'est depuis déjà avec le père, c'est depuis Mitterrand. En fait. C'est sous ces mandatures socialistes que le Front National se porte le mieux. Hein. Bien sûr, exactement. À chaque fois que le PS a été au pouvoir, c'est historique. Oui, c'est historique. À chaque fois que le PS a été au pouvoir, on l'a vu avec Jospin. En fait, derrière, c'est la montée directe du Front National. Parce qu'en fait, en réalité, ils installent les idées du Front National. Manuel Valls a repris complètement ces idées. Faut voir ce qu'il avait dit sur les Roms. D'ailleurs, je crois qu'il avait été condamné, pour racisme anti-Rom, où il avait stigmatisé les Roms en France. Donc voilà, on peut pas en même temps les avoir installés et après, dans le même temps, venir pleurer et dire qu'il faut faire un barrage. Et moi, je trouve qu'ils sont vraiment cyniques, quoi. Ils n'ont plus honte de rien. Plus honte de rien. Bon, alors on va quand même passer au zapping et revenir sur cette soirée qui, somme toute, restera jusqu'alors historique, puisque sous la 5e, c'est du jamais vu que les grands partis qui ont dirigé ce pays, la droite et la gauche, LR, Parti Socialiste, sont out. C'est peut-être la grande surprise d'hier soir, parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'un des deux souffre, mais les deux absents du second tour.
C'était quand même un peu difficile à prévoir cette histoire. Alors on passe au zapping. Avec, pour commencer bien sûr, donc peu après 20h, après l'annonce des résultats, il a été le premier à s'exprimer. C'est celui qui a certainement perdu le plus, mais avec pas forcément une défaite qu'on peut lui que peut lui remettre et imputer à l'unique responsabilité parce qu'il a été lâché par tous les siens. Il s'agit de Benoît Hamon qui a fait 6% pour le Parti Socialiste. Et voici ce qu'il a dit, ses premiers mots hier soir. Hop, on y va, c'est parti. Sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale. Elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche. La gauche, toute la gauche, doit entendre dès ce soir votre message. Assez de cette folie autodestructrice qui nous a fait oublier ceux qui ont lutté pour la gauche dans l'histoire, mais aussi et surtout ceux pour qui la gauche doit lutter au quotidien. Je suis fier d'avoir mené une campagne fondatrice qui a redonné sa place à la magnifique jeunesse de notre pays, aux intellectuels et aux idées nouvelles, aux citoyens aussi. Une campagne démocratique, sociale, écologique, européenne, dont les ruptures, dont les innovations, décriées comme l'est parfois ce qui est inconnu, sont autant de graines semées pour l'avenir. La gauche n'est pas morte. La gauche n'est pas morte. Je sais que vous n'attendez pas une recomposition d'appareils, les arrangements d'un vieux monde politicien épuisé par une 5e République elle-même à bout de souffle. Vous me l'avez dit, vous attendez une renaissance. Ce soir, elle est douloureuse. Demain, elle sera féconde. Je ne vous la promets pas, je vous la demande. La gauche du XXIe siècle ne peut naître que de votre volonté et de vos espoirs, pas seulement de votre colère. Mais avant cela, il nous faut être à la hauteur du moment. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. Voilà les premiers mots de Benoît Hamon après sa défaite cuisante hier soir. 6% pour le Parti Socialiste. Franchement c'était franchement je suis assez content quand même. Moi je dois le dire parce que je me souviens qu'on a vraiment souffert pendant il en parlait tout à l'heure Yasser, les manifestations pro-palestiniennes en 2014. J'ai fait partie. Alors content pour le Parti Socialiste ou pour le candidat? Le candidat c'est insignifiant en fait. Le candidat il a fait une belle campagne, mais attendez, François Hollande, si on l'avait écouté en 2012, mais il a fait une campagne contre la finance, qu'il allait tout changer, que le peuple aurait enfin sa voix, que le peuple a été meurtri par 5 années de sarkozysme, etc. Vous vous en souvenez? Oui. Et pourtant qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son programme en fait, il a fait exactement tout le contraire, point par point de son programme. Il n'a absolument rien respecté, il a gouverné à coup de 49-3. Ça a été Hollande. Donc moi je me faisais pas d'illusions sur Benoît Hamon. Peut-être qu'il avait une bonne campagne. C'est vrai qu'il s'est un peu remis un peu plus à gauche, mais en même temps il était obligé. Après un mandat sous Hollande où ça a été tellement libéralisé à outrance, il s'est dit qu'il allait se repositionner un peu plus à gauche. Et d'ailleurs il a gagné sur ça aux primaires. Il a gagné sur un positionnement bien à gauche. Ouais. Donc voilà, non, moi je commente pas vraiment, mais je suis vraiment content et ça c'est une bonne nouvelle quand même pour moi, en tout cas pour nous les militants qui depuis maintenant 20 ans, on dit que voilà le Parti Socialiste c'est vraiment notre pire ennemi, en tout cas pour les militants de l'immigration, que c'est un danger pour notre autonomie, que c'est celui qui clientélise, c'est ni pute ni soumis, c'est SOS racisme, c'est toutes ces organisations qui ont fait de la stigmatisation des musulmans, des quartiers populaires, leur fonds de commerce. Et bien voilà, moi je trouve que c'est un tournant et on va peut-être enfin pouvoir construire. En tout cas, moi je suis disponible pour construire vraiment quelque chose de vraiment à la gauche du PS. Yasser, est-ce que tu te réjouis comme Youssef?
Moi, oui. Sincèrement, il était temps que le PS disparaisse. Enfin, j'espère qu'il disparaîtra ce PS là, tel qu'il existe depuis maintenant, on va dire une quarantaine d'années. Non, c'est que ça a jamais été un parti de gauche. Ça a toujours été un parti libéral. La parenthèse libérale qui s'est ouverte en 82 ou 83 par Mitterrand n'a jamais été refermée. Maintenant, c'est vrai que nous concernant pour nos luttes, c'est vrai que c'est un parti qui doit s'écrouler, qu'on doit même piétiner. Et justement, c'est là qu'il y a une opportunité qui se présente aux militants qui veulent justement lancer des listes citoyennes pour le faire aujourd'hui et couper l'herbe sur pied au PS avant qu'il puisse se reconstruire. Ça peut être aussi une opportunité aussi pour Benoît Hamon s'il veut vraiment relancer un parti de gauche. Mais moi, voilà, de là où je suis, d'après les informations que j'ai, moi j'estime pour l'instant celui qui est en position de force pour reconstruire un parti de gauche, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est clair. Donc c'est lui qui pourra en fait imposer la conduite de toute émergence d'un parti de gauche. Mais en tout cas moi je dis sincèrement, je dis en des termes beaucoup plus châtiés ce que je pensais du Parti socialiste et des Républicains. En anglais, they can burn in hell, comme disait. Alors, après l'appel de Benoît Hamon à voter Emmanuel Macron, place à François Fillon, qui après avoir reconnu et assumé sa défaite, appelle lui aussi à voter pour Macron. Écoutez. Je ne les oublierai jamais. À l'occasion des élections législatives, ils auront la possibilité de faire entendre la voix de la droite et du centre. Ne vous dispersez pas. Restez unis. Restez déterminés. Croyez-moi, votre force va compter. La France en a besoin. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais l'abstention n'est pas dans mes gènes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Le Front National, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et pour son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite. Et à ce chaos, il faudrait ajouter le chaos européen avec la sortie de l'euro. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise, et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. Voilà, alors lui, ça y est, il est passé par la porte de sortie. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai essayé de sauver ma peau un maximum. Bon, ça a pas marché. Vous avez décidé que je partais. Je pars. À présent, débrouillez-vous. Ouais, mais franchement, c'est l'autre. Un peu à ça, hein. C'est l'autre bonne nouvelle de la soirée. Après celle de la mort du PS, c'est la défaite de François Fillon. Mais après, c'est quand même inquiétant. Il a quand même fait 19,9, ouais. C'est ça? Ouais. C'est quand même impressionnant. Il est troisième. Ouais, il est troisième, quand même. Il est passé devant Mélenchon. C'est quand même impressionnant qu'avec toutes ces affaires, vraiment le peuple français a un sérieux problème quand même. Ça montre qu'on a quand même, combien ça fait déjà, ça ferait plus de 40% des votants qui sont prêts qui adhèrent à la politique identitaire. C'est pas rien. Si tu additionnes les voix de Marine Le Pen et de François Fillon, plus on est à 40%, et Dupont-Aignan. Oui. 45. C'est un pays qui est malade. Ouais, on pourrait même rajouter Cheminade, etc. Les petits candidats à droite sur la Cheminade 02. Donc 02, c'est vrai 02, il y a Cheminade 08. Ouais. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est pour ça que la solution, j'en parlerai dans ma chronique, n'est pas dans les urnes. Ouais. Non, et puis surtout, comme il y a quelque chose dont on peut se réjouir aussi, puisqu'il y a quand même des choses dont on peut se réjouir dans cette élection, c'est d'une part Valls out, Sarkozy out et François Fillon out. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait une campagne ultra islamophobe, vraiment féroce, c'est-à-dire que François Fillon a quand même parlé de totalitarisme islamique, oui. Et non pas islamiste, islamique, c'est-à-dire que c'est vraiment on est carrément visé quoi, les musulmans dans son ensemble. Dans son il a livre, appelé, il a été très violent. Il était très violent. Il a appelé à la dissolution de l'UOIF. Alors même si j'ai plein de désaccords avec l'UOIF, il y a pas de problème, mais ça reste quand même, ils représentent quand même des musulmans en France. Ils ont l'UOIF qui a appelé à voter Macron d'ailleurs au premier tour. Hein. Ouais, l'UOIF, évidemment, l'UOIF ils allaient forcément appeler à voter pour quelqu'un qui avait des chances de gagner, mais surtout eux leur je pense qu'ils avaient une peur bleue que Fillon passe, parce que quand même sur la dernière ligne droite, surtout avec l'attentat, il y avait comme une
il y a quand même de grandes chances qu'il soit présent au second tour, hein, François Fillon. Et donc là, c'est clair que quand même là, il y a aussi de quoi se réjouir à ce niveau-là. Mais dans ce que tu disais, Yasser est très exact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment peur, ce qui est affolant, c'est de voir que plus de 45% de la population adhère à des thèses identitaires, que Marine Le Pen ait fait un score historique de plus de 7 millions de voix. C'est pour ça aujourd'hui, à ceux qui disent c'est quasiment fait, Macron sera président, calmez-vous les gars, il reste 15 jours de campagne, il peut se passer beaucoup de choses. Le débat, je vous le dis honnêtement, c'est ce que je pense en tout cas, c'est pas l'avantage de Macron qui est très mauvais dans les débats. Marine Le Pen maîtrise beaucoup mieux ce genre d'exercice. On n'est pas à l'abri de paramètres qui viendraient aujourd'hui parasiter la campagne Emmanuel Macron. Donc soyons prudents et ne tentons pas de... Ouais, surtout qu'elle va en faire le candidat du système en fait. C'est ça. Alors que bon, elle dénonce le système, mais elle est un peu dedans quand même, hein, depuis quelques années quand même beaucoup même. Donc c'est très marrant aussi. Cela dit, on continue dans un instant puisqu'ils se sont enchaînés en fait cette soirée. On va écouter bien sûr les principaux responsables qui se sont exprimés. On écoutera aussi alors Philippe Poutou qui s'est fait encore une fois remarquer hier soir. Et puis on écoutera Cambadélis qui a alors terminé peut-être de tuer le parti ce midi avec sa déclaration tout à l'heure dans le zapping avant de retrouver les habits tranchés de Youssef Brakni et de Yasser Louati. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, messieurs dames, merci d'être avec nous avec Yasser Louati, avec Youssef Brakni qui sont avec nous aujourd'hui. Et avant de continuer ce zapping, bien voici la question du jour que l'on vous pose, d'ailleurs qui a suscité beaucoup d'intérêt. La question du jour est la suivante. Comment qualifiez-vous l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui décide de ne pas donner de consigne de vote pour le second tour, préférant s'en remettre à un vote des Insoumis? Vous répondez cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. On lira quelques-uns de vos commentaires. Vous allez voir que c'est assez partagé pour ce qui est des avis. On vous demandera le vôtre, bien sûr, au 01 40 33 9000 dans quelques instants, bien sûr. Mais avant toute chose, on poursuit cette soirée électorale. Apparaît peu après 21h la première gagnante de ce premier tour de l'élection présidentielle, celle qui est arrivée en deuxième position, Marine Le Pen, qui s'est exprimée évidemment tout sourire. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur. Avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Voilà, Marine Le Pen, donc tout sourire, apparaissant à l'écran. Alors elle a raison à plus d'un titre, dans le sens où ce score historique, évidemment, ça elle peut être fière de ça pour le coup. 7 millions d'électeurs, on le rappelle. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé au cours de cette soirée. 7 millions de personnes qui ont voté Marine Le Pen. Oui. Et moi je pense qu'il y a peut-être moyen même qu'elle, c'est sûr qu'elle va augmenter au second tour, ça c'est évident. Elle fera plus que son père en 2002. Au second tour et surtout il y a quelque chose qui est très très inquiétant et je pense qu'elle peut vraiment être contente de ça, c'est sa victoire, c'est la normalisation, la banalisation de la présence du FN au second tour en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est devenu quelque chose de normal. C'est-à-dire personne n'était surpris que Le Pen soit au second tour hier soir. Et puis même personne n'a fait. Par exemple, moi je me souviens qu'en 2002, il y avait eu des manifs dès le lundi. Oui. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Il y a eu des grosses manifs, dont une grande, plus d'1 million de personnes dans les rues, dans l'entre-deux tours. Et là, pas du tout. Il n'y a pas de manif. Alors il y a eu hier, mais visiblement quelques débordements en place de la Bastille. Oui, mais ça c'est les classiques, c'est ceux qu'on voit chaque année. Ils étaient même sortis contre Sarkozy. Je veux dire, ça c'est vraiment l'extrême gauche, les antifascistes. Voilà, les antifascistes qui sont sortis dans les rues. Mais c'est vrai, t'as raison, pas de mobilisation pour l'instant. On n'a pas écho d'organisation d'une grosse manifestation au cours de ce deuxième tour. Et vous en souvenez, en 2002, c'était les étudiants et les lycéens qui étaient à la pointe. Oui. Et là, bon, ils pourraient le refaire parce que bon, il y a pas de salaire, ils peuvent, ça durera pas longtemps en plus. Hein. Ouais. Et bah pas du tout, aucune organisation étudiante, aucun mouvement étudiant ni lycéen qui soit descendu dans la rue, les syndicats pareil. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est vraiment le plus inquiétant. Donc 7 millions plus la banalisation totale. Et moi, je pense que ça vient du fait que voilà, c'est-à-dire que on a été habitué en fait au discours de Marine Le Pen en réalité. Enfin, je veux dire, il y a très peu de différence, mais vraiment entre Marine Le Pen et François Fillon, par exemple, ou Manuel Valls, vraiment. Yasser. C'est exactement ça. En fait, c'est un nouveau normal. Ouais. Un nouveau normal, c'est Marine Le Pen qui est première aux élections régionales 2015.
C'est la presse qui a continué à donner une plateforme sans contradiction. Je veux dire, moi, je suis contre qu'on légifère sur les discours à condition qu'on soit tous à pied d'égalité. C'est pas on dit les expressions libres, etc. Et puis il y en a un qui parle et l'autre qu'on n'entend pas. Donc il y a une plateforme qui a été donnée au Front National toute l'année. Je rappelle encore que Florian Philippot l'année dernière était la personnalité politique la plus invitée. C'est un discours qui s'est complètement normalisé. C'est une idéologie qui a été mise en pratique par un parti dit de gauche. Et c'est vrai que c'est sidérant de voir le manque de réaction. Là, c'est vraiment en fait nouveau normal. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et je veux dire, et là en fait il n'y a aucune alternative qui est offerte, si ce n'est que de voter pour un néolibéral qui nous promet Uber en fait. Uber pour tous. Yeah. Non, c'est sûr. Et puis en plus il y a un truc, c'est que je pense qu'à mon avis pour les législatives, ça va peut-être être le premier parti de France aussi. Le Front National. Entre les alliances et les n'oubliez pas, il faut pas oublier que les réseaux locaux ont travaillé d'arrache-pied. Il faut suivre ce qui se fait au niveau des mairies, au niveau des départements et des régions, que tout a été mis en place justement pour rendre possible l'émergence de nouveaux candidats le plus rapidement possible, soit sans alliance, soit avec l'alliance des déçus de la droite. Et quand on voit que Sens Commun refuse d'appeler à voter contre Le Pen, ça ouvre le spectre que la droite traditionnelle. Un Boutin qui dit je n'exclus pas de pouvoir voter Exactement. Le Pen. Donc les évêques de France qui ne se prononcent pas. Ouais. Ah oui, les évêques de France. Oui, les évêques de France ont fait un communiqué en disant on se prononce pas. Voilà. C'est étonnant ça. La droite catholique qui est en fait qui a soutenu François Fillon est aujourd'hui en capacité de donner les nouveaux gages à l'émergence d'un groupe parlementaire, si c'est pas plus, au Front National. C'est pour ça que la bataille commence aujourd'hui et c'est bon. Là j'interviens à Bagnolet, je sais plus à quelle date déjà. C'est à Montreuil. C'est à Montreuil, c'est quelle date? C'est le 26. Le 26, non, pardon. C'est toi le manager de Youssef de Yasser Lothier ou quoi? Non, mais parce qu'il intervient dans le cadre législatif. Et en fait, c'est pour ça en fait que là, je le dirais dans ma chronique, la bataille, elle commence aujourd'hui. Ça veut dire, d'accord, il y a un choix qui a été imposé entre la peste et le choléra, mais il y a les législatives qui viennent, nom de nom, réveillez-vous. Ouais. Alors, au cours de cette soirée, arrivé 4e, Mélenchon s'est exprimé peu avant 22h, juste avant Macron. Il le fait, aucun choix, il s'en est expliqué. Écoutez. Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Quoi qu'il en soit, et quel qu'il soit, lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Voilà, Jean-Luc Mélenchon donc décide de ne pas choisir finalement et de s'en remettre aux adhérents, enfin des insoumis. Mais il n'a pas tort. Alors, oui, il a tort, il a pas tort. Il n'a pas tort. Pourquoi il a pas tort? Mais il est porté par un collectif. Il faut bien qu'il le consulte. Il faut avec ses consignes de vote. Oui, d'accord. Mais demain, ce monsieur est chef. Il prétend en haute fonction de l'État. Demain, la France est attaquée. Il va attendre de prendre des consignes auprès des Français avant d'agir. Non, il faudrait même toute proportion gardée, Christian. Non, mais à un moment, est-ce qu'il n'est pas, non, c'est juste pose la question. Est-ce qu'il n'est pas d'un rôle d'un responsable politique
il y a des choses sur lesquelles on doit pas attendre et on doit être à la hauteur des décisions qu'on doit prendre. Mais ça c'est ça, être à la hauteur. Être à la hauteur et prendre des décisions courageuses, c'est celle qu'a Mélenchon. Les décisions faciles et lâches, c'est celle de donner des consignes de vote pour faire élire celui que le système a voulu faire élire. C'est reconnaître justement ce choix qui est imposé, qui est un choix illégitime. Donc moi, je veux dire, j'ai pas voté Mélenchon, loin de là. Et puis de toute façon, je l'ai critiqué. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux groupies de Jean-Luc Mélenchon qui viennent torpiller ma page Facebook de temps en temps. Mais bon, c'est oui. Oh. Les trolls les trolls. Bon, après Le Pen, on a. Mais bon, voilà, voilà, bon, chacun ses opinions. Sauf s'il y a des insultes, là, je retire direct. Ou je fais retirer. Mais par contre, le fait que Jean-Luc Mélenchon consulte sa base, mais c'est la décision qui doit être prise. Il faut arrêter avec ces consignes de vote, qu'on traite l'électeur comme un imbécile, à qui il faut dire ce qu'il faut faire et pas faire. Les gens peuvent décider en leur bonne conscience et on est censé voter en son âme et conscience et pas attendre une consigne venue d'ailleurs de quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes intérêts que vous. Et en plus, comme tu disais à l'instant, Youssef, on n'a pas à reconnaître ce choix qui est imposé. C'est en gros, on enferme les gens entre les agendas électoraux et en plus avec des choix qui sont déjà imposés dans un jeu qui est déjà truqué. Oui, mais ça vaut pour des candidats, j'allais dire, assez normaux. Là, il s'agit de Marine Le Pen, le Front National. Ouais, mais moi je refuse le truc de dire que Marine Le Pen c'est le diable, tu vois. Moi je pense qu'ils sont tous diaboliques. C'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau pour moi. C'est-à-dire que c'est au nom de cet argument qu'on a eu les mandats de Sarkozy et de Hollande. Exactement. Et qu'on s'en est pris plein la figure pendant toutes ces années, quoi. Et moi je le dis encore, faut regarder juste le bilan. Il n'y a jamais eu autant d'islamophobie, jamais eu autant d'intervention extérieure, jamais eu autant de racisme décomplexé en France que sous les mandats Sarkozy-Hollande, tu vois. C'est-à-dire que pendant des années on a dit que le pire c'était Le Pen, mais en fait le pire est déjà là, le pire est déjà au pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi franchement je refuse totalement ce genre de chantage et Mélenchon a eu la meilleure proposition avec celle de Poutou qui consiste à dire voilà, pas de consigne de vote, chacun vote en son âme et conscience. La politique, c'est ça la politique. Le grand gagnant de cette soirée, Emmanuel Macron a pris la parole aux alentours de 22h avec plus de 23% des votants. Emmanuel Macron donc depuis la porte de Versailles a profité de son discours donc pour remercier et faire applaudir ses adversaires. Sophie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les défis économiques, les souffrances sociales et l'urgence écologique, il y a répondu de la plus belle manière, en allant voter massivement. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin. Je mesure l'honneur et l'insigne responsabilité qui ainsi me revient. Je veux ici ce soir saluer les autres candidats présents au premier tour. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Merci à vous de les avoir tous et toutes applaudis à l'instant. Cela vous ressemble, cela nous ressemble. Voilà, Emmanuel Macron donc hier soir qui fait applaudir ses adversaires politiques devant 2000 personnes. Ça s'est passé donc porte de Versailles, Youssef. Ouais. Voilà, un discours qui a été assez platonique, assez. Ouais. D'ailleurs, il y a un appel assez marrant. Je crois que c'est de la part de un journaliste Stéphane Guillon, je crois, qui dit va falloir qu'on lui tout de suite donne des conseils de communication parce que là ça va pas le faire. C'est très ennuyant, c'est platonique, c'est. Voilà. c'est classique. Assez quoi. vite, voilà. Ouais. C'est assez classique. Donc Guillon propose un coach d'urgence pour Emmanuel Macron et pour ses discours. Bon, en même temps, Hollande, on s'était habitué à ça, quoi. On avait envie de dormir à chaque fois. Mais
Mais après, non, après là, moi, ce que je retiens surtout de ce discours et surtout des images qu'on a pu voir de ce meeting là, enfin de ce dernier meeting de remerciement, enfin bref de victoire, c'est que on a l'impression qu'il est déjà président en fait. Oui. Moi, franchement, clairement, on voit que beaucoup là. l'ont fait remarquer sur les réseaux sociaux, pardon. Ah oui, c'est clair. Pour lui, c'est plié. Pour lui, c'est plié. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et là, il est en mode. De toute façon, lui, comme ses supporters, c'est la victoire. Et le peu d'images qu'on a pu voir du resto où ils se sont retrouvés à la fin, ça donnait vraiment l'impression de revoir Sarkozy en 2007, quoi. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui vient à l'instant même de remercier François Hollande pour son soutien républicain, dit-il. Ah oui, il met un petit peu la distance quand même. C'est-à-dire que c'est un soutien juste républicain. C'est pas un soutien de tout le mandat qu'ils ont fait ensemble, quoi. Ah bah non, il veut s'en démarquer, là, tout intérêt, hein, évidemment. Non, c'est clair que lui, tout son intérêt là, c'est de parler surtout à tout l'électorat Hamon, Mélenchon, même Poutou. Poutou, il a fait quand même 1%, hein. Ouais. Même un peu plus qu'un 1%. Ouais, 1,2 ou 1,3, je crois. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on voit que et Poutou et Dupont-Aignan ont fait des bons scores et je pense que c'est surtout dû à leur petit buzz à chaque fois. Alors, puisque tu parles de Poutou, ça tombe bien. Il était invité sur France 2. Recadré assez sèchement d'ailleurs par Léa Salamé hier, écoutez. On a été flingué par tous ces gens-là par le passé et puis on nous propose finalement la solution miracle, Macron, pour empêcher ça. C'est là où ça peut pas coller. Quel mépris pour les 260 000 adhérents de notre mouvement. Juste, là, c'est pas compliqué. Mais quel mépris pour les 260 000 adhérents de notre mouvement, vous savez. Vraiment, c'est insupportable d'entendre dire ça. Mais coupez pas la parole, je finis, il y a un an. Et vous savez, une voix vaut une voix. Oui, vous avez des tocards autour de vous, je peux le dire quand même. Un soutien. Nous avons 260 000 adhérents, monsieur Poutou. C'est quand même un ne ministre, les méprisez pas. Ça m'étonne de vous. Bien. Donc je redis, ce sont des tocards qui sont autour de vous, vous avez fait que ça, et donc de la politique à l'ancienne, mais des gens qui ont tous assumé des politiques ultra-libérales, des attaques contre nous, on en a ras-le-bol de ça. On va s'arrêter. Non, mais le problème qui on va s'arrêter parce que là, on va s'arrêter, non? Non, mais je peux finir un petit peu. Oui, terminer, mais peut-être sans mettre en accusation, en utilisant des mots, les tocards, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les accusations, on en a entendu plein dans l'autre sens, et puis ça fait pas réagir non plus. Oui, mais là, il est 23h23, il y a donc je finis. Donc le problème qu'on a, c'est celui-là. Voilà, Poutou qui s'est fait une nouvelle fois et peut-être pour la dernière fois remarqué hier soir sur France 2. Ouais, ce sont des tocards. Ouais. Non, après il a raison sur ça. C'est-à-dire que parfois les musulmans sont insultés sur le plateau de télé avec des discours ultra réac, ultra racistes, personne ne réagit. Hein. Le Pen, j'ai vu tous les supporters, Philippot et d'autres agents de Marine Le Pen dire des propos anti-immigration, avoir des discours ouvertement racistes, personne ne les a interrompus et Salamé les a pas recadrés en disant là vous dites des propos racistes quoi. Là elle s'offusque sur tocard, c'est rien en comparaison des discours de haine qui sont distillés par le Front National. Tu partages, Yasser? Tout à fait, oui. Ouais. Alors, pour finir ce zapping, avant de passer à vos avis tranchés, messieurs, ce matin, ils se sont réunis pour évoquer très certainement la défaite cuisante de cette élection présidentielle, le Parti Socialiste, qui obtient 6,3, un score historiquement bas. Il faut remonter à 1969 pour retrouver de tels scores, pour le Parti Socialiste en tout cas. Du coup, ils se sont réunis ce matin, et à la mi-journée, le patron des socialistes, Cambadélis, s'est exprimé. Écoutez. L'introspection viendra. L'analyse de cette défaite prendra du temps, car elle vient de loin. Mais pas maintenant, car le temps de l'explication n'est pas venu. Aujourd'hui, il faut se situer dans le temps de l'action. Dans cette période troublée, la main des socialistes ne peut trembler. Marine Le Pen, présidente, ça, jamais. Voilà, Cambadélis qui n'a pas l'intention de se réveiller encore au lendemain d'une défaite. Je me demande comment il va gérer les législatives à venir là, franchement. Alors il parle de main tremblante, c'est lui qui a plutôt eu cette main tremblante lorsqu'il a s'agit de peut-être de recadrer un peu les gens qui partaient du côté de chez Macron, peut-être de remettre un peu les pieds dans le plat, de soutenir un peu plus le candidat qui représentait le Parti Socialiste. Là, sa main a beaucoup tremblé en l'occurrence. Ah oui, c'est clair. Non, mais il a complètement été débordé. Et puis de toute façon, là, je pense que ils peuvent pas rester au Parti Socialiste. De toute façon, je pense Manuel Valls, il l'a encore redit ce matin là, dans le Figaro, je crois, où il a fait une interview où il appelle Macron il demande à Macron de l'intégrer dans son équipe. Il dit voilà, je veux gouverner avec Macron. Mais ce qu'il lâche pas le compte, le mec, il a été Premier ministre et il est en train de quémander une place auprès d'un homme qui a été son ministre. Ouais, qui était son ministre et surtout il s'entendait pas du tout. Il fallait voir les images des embrouilles à l'Assemblée nationale, bien sûr, en public. C'était connu. Il était vraiment jaloux de Emmanuel Macron et il était plus populaire que lui, plus sympathique que lui, plus talentueux aussi, je pense. Et donc Valls qui a échoué dans la primaire espère du coup être nommé ministre, quoi. Ouais. Yasser, donc tu en avais déjà tout à l'heure un petit peu parlé.
concernant Cambadéis, le patron du PS, là. En fait, quand j'ai vu son discours sur Twitter, enfin, je me suis posé la question, mais je pensais qu'il aurait déjà démissionné. En fait, il y a le réflexe de dire, en fait, bon, bah, il a pas parlé. Bon, non, il a dit que c'était pas le moment, hein. Pas de parler des oui, mais voilà, chacun va sauver les meubles, chacun va sauver sa place, et chacun va. C'est comme les députés valsistes qui se donnaient le droit de s'abstenir de soutenir Hamon. Ça te montre, c'est vraiment, Mais ce qui est marrant, c'est que même Hamon ne lâche pas. Hein. Oui. Dans son discours, carrément, il se projetait dans les législatives, bien entendu. Bah, moi, sincèrement, si j'étais Hamon, franchement, je reprends le parti Hamon. C'est ça qu'il veut, je pense. Ah oui, mais de toute façon, il a pas lâché. Bien entendu que c'est ça qu'il veut. Ah oui, c'est ça qu'il a pas lâché jusqu'au bout pour ce derrière. Oui, je pense que son discours a été comment dire digne. Ouais, il a pris la responsabilité. Alors c'était pas sa responsabilité, je pense pas. Et encore une fois, j'ai pas voté. Bon, de toute façon, moi, pour l'info, j'avais appelé à voter. Enfin, j'avais dit que je voterais blanc et j'ai voté blanc comme promis. Et je voterai blanc encore une fois au second tour. Mais par contre, ce qui est arrivé à Benoît Hamon a été indigne. Je veux dire, il continue à prendre la responsabilité. Bon, je pense pas que ce soit une personne mauvaise. J'ai pas entendu d'échos qui vont dans ce sens-là. Mais quand même, il a eu raison de rappeler les trahisons et que tout a été fait pour qu'il perde. Ouais, c'est absolument clair. Tout. Donc maintenant, entre François Hollande qui a refusé de le soutenir, bon, tu me diras c'est peut-être pas une mauvaise chose, et qui aujourd'hui donne des leçons de soutien à Macron contre Marine Le Pen, mais il y a un moment, on veut dire, quand on n'a pas de face, mais vraiment, s'il te plaît, tu pourrais mettre ça tout à l'heure à Kenaton, j'ai pas de face. Ça serait une bonne chose pour la peau, tiens. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, on va prendre l'avis de Samir avant de trouver vos avis tranchés. Salut Samir. Oui, salut tout le monde. Alors, ton regard par rapport à tout ce qui s'est passé hier soir. Bon, moi déjà j'ai voté pour Asselineau et je ne regrette rien du tout. Voilà, moi j'ai beau avoir, je veux dire 1%, je veux dire même pas 0,8. Il faut être fidèle à ses convictions et moi la sortie de l'OTAN, tout ça, donc c'était quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, c'est une proposition moi qui me tient à cœur et pour laquelle je voterai tout le temps. Parce que je considère que voilà, les guerres impérialistes, tout ça et tout ce que va s'en suivre, tout ce que va s'en suivre avec Macron, ça va être la continuité, peut-être en pire même, mais c'est quand même dingue, hein, comme quand on a l'impression d'être dans quelque chose d'Orwell, vous voyez, en 1984, où finalement les gens en viennent à voter pour un banquier Rothschild, je veux dire, qui s'en cache même pas, et les gens votent pour un banquier, quoi, pour un banquier de Rothschild. Samir, c'est quand même, Samir, si je te dis extraordinaire. Si je te dis Samir demain qu'au deuxième tour, beaucoup vont faire le choix de voter contre Marine Le Pen que voter pour Emmanuel Macron. Non. Moi en 2002, j'étais descendu dans la rue comme tout le monde, hein, j'avais un peu plus de 20 ans et voilà, il s'agissait de faire barrage au FN parce que c'était la première fois. Mais comme l'un de vos chroniqueurs a dit, tout est fait tout est fait pour faire monter le FN, pour nous faire une sorte de mascarade scénario. Et d'ailleurs par rapport à Hamon, Hamon pour moi c'est une tête à claque parce qu'on le savait. On le savait. C'est-à-dire que quelque part, le Macron, Marine Le Pen, c'est tout ce que l'oligarchie, parce que avant l'oligarchie, quand on disait oligarchie, c'était un mot complotiste. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Moi, j'écoutais Onfray hier, et je vous assure, en même temps qu'il donnait les élections, Onfray faisait une conférence dans ces universités populaires. Et on a beau ne pas aimer Onfray sur ses positions religieuses, parce qu'il est anti-religieux, tout ça. Moi, je fais une différence entre quelqu'un qui tape sur l'islam uniquement et quelqu'un qui est laïcard, laïciste. C'est deux choses différentes. Et j'écoutais, et dans sa conférence, hein, il avait pratiquement que des gens, on va dire, de souche ou blancs, ou je sais pas comment les appeler, mais Onfray rappelait, et un des seuls à rappeler que ces guerres impérialistes, ces guerres menées par Hollande, Sarkozy et les attentats qui ont suivi sont quand même le fait et qui ont fait 4 millions de victimes. C'est quand même Michel Onfray, je veux pas faire sa publicité, hein, mais Michel Onfray est un des rares à dire que les guerres impérialistes de l'Occident ont fait 4 millions de victimes. Et ça, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Donc il y a peut-être quelque chose à celui qui va être élu, j'en finis Christophe. Ouais. Celui qui va être élu là, il va être élu quand même avec 23% des voix. Et je pense que là, ça va être les jours qui vont venir, et avec les législatives, on va avoir un des pires quinquennats. On pensait avoir le pire avec Sarkozy. Après, on s'attendait pas à ce que Hollande fasse pire. Avec Macron, ça va être l'hécatombe. Voilà. Samir, bon, j'ose te demander quel va être ton choix pour le second tour? Ah non, mais moi, soit je m'abstiens, soit je vote blanc. Vote blanc, comme ça, au moins c'est clair, tu vois. Au moins, il y aura un chiffre sur ton bulletin.
Ouais, mais pour autant, aussi, en même temps, c'est le système qu'il faut refaire, parce que la démocratie, tout ça, on est dans une démocratie représentative où en fait, où à un moment donné, si je peux me permettre, que ce soit Yasser, Youssef et toi, Samir, je vous trouve extrêmement imprudent. Je me permets de vous le dire, hein. Je vous trouve extrêmement imprudent. Si Le Pen arrive au pouvoir. Parce que aujourd'hui, Le Pen n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Ce qui était peut-être pas le cas en 2002, c'est vrai qu'on a été surpris, affolés, on a été, etc. Là, aujourd'hui, vous avez quand même, je rappelle ce chiffre, 7 millions d'électeurs qui ont voté Marine Le Pen. Même si elle arrive au pouvoir, Christophe. Est-ce que vous, à force de jouer avec le feu, vous voulez-vous Christophe, même si elle arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait? Pour moi, il s'agit en fait de pas donner une grande légitimité à Macron. On sait que c'est Macron qui va passer, mais l'idée c'est de pas donner une grande majorité à Macron de façon à pas légitimer en fait son mandat. Oui. Parce que si législatif pour ça. Législatif. Ça voudra dire. C'est tout le contraire de ce que Chirac avait fait. Chirac avait été élu avec des voix de gauche et finalement il a fait une politique de droite. Donc là, Macron, il faut qu'il sache ouais. Allô? Oui, ça vient. On t'écoute. Macron doit savoir que les gens ne sont pas, en tout cas pour sa politique, et ceux qui ont gagné hier, c'est Alain Minc, c'est BHL, c'est Attali, c'est Berger, et c'est Attali, et tout cela. Et j'ai été sur un site identitaire hier, parce que j'aime bien aller partout, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et j'ai été sur un site, je veux pas faire de la pub, c'est pas, non, c'est pas la peine. voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très très connu, qui était hyper résigné, qui a dit, Christophe, qu'avec les attentats, avec ce qui se passe, avec l'attentat, on ne sait pas si c'est un attentat aux Champs-Élysées, normalement le FN aurait dû être quand même à 30%. Oui. Et il se dit que finalement les gens ont voté pour Hamon, 6%, Jean-Luc Mélenchon à peu près 20%, et Macron, la fausse gauche, pour à peu près 25%. 23. Il fait presque 51%, et ce qui lui fait dire que finalement, l'idée que le FN puisse aller au pouvoir, ou que finalement les gens puissent se réveiller un jour et retourner, je veux dire, et appliquer le programme d'extrême droite, c'est fichu complètement. Les gens d'extrême droite sont résignés, ils se disent que si les gens ont quand même mis Macron en tête et sont prêts à voter Macron, c'est que le peuple est médiocre quelque part. Merci Samir. Bon, pour ton avis, moi, je reste sur ma position. Hein. Non, mais pourquoi ils enragent là? Non mais regarde, pourquoi ils enragent en ce moment, par exemple, contre Mélenchon? Parce qu'en fait, c'est la question du score que va faire Macron. Je te jure, c'est juste ça le problème. Si jamais Macron, il gagne avec, on va dire, les 50%, ça serait une catastrophe. Par exemple, je sais pas, il gagne à 52%, 51%. Il fera comme Sarkozy. Ce qui risque de se produire, hein. Oui, ce qui risque de se produire, mais ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe pour eux. Il aurait que très peu de légitimité, et avec un mouvement comme, qui est représenté par Mélenchon et d'autres, ça fait quand même un gros score, hein. Ça fait une très grosse part des Français qui, en fait, ont voté à gauche à cette élection. Et moi, je pense que vraiment, c'est ça leur problème, là, aujourd'hui. Parce que Marine Le Pen au pouvoir, mais c'est une blague. C'est pratiquement impossible. Et même quand bien même elle y arriverait, on a vu ce qu'a fait Trump aux États-Unis. Il y a la Cour suprême qui est contre lui. Il a rien pu faire. Tout ce qu'il a voulu faire en termes de politique d'extrême droite, ça n'a pas fonctionné puisqu'il a été bloqué sur tout. Je suis d'accord avec toi en matière économique, en matière de lois importantes, mais sa focalisation envers l'islam et les musulmans, ça. Mais c'est déjà le cas depuis le 11 septembre 2001. Tu vois bien tout ce qu'on vit. Oui, par contre. Quel discours on va tenir face aux familles qui se sont retrouvées avec des hommes en armes de guerre dans la chambre de leurs enfants? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à eux? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire attention, le péril c'est Le Pen. Mais ça n'a pas. L'enfant de 3 ans a été traumatisé à vie. Il a vu une arme de guerre pointée sur lui. Il y a des femmes qui ont été humiliées, à qui on a refusé de se revoiler devant les hommes. Il y a des hommes qui ont été tabassés devant leurs enfants. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? Ouais, attention, c'est Le Pen qui va arriver, c'est le péril. Mais le péril, il est déjà là pour nous. Exactement. Ouais. Non, en fait, c'est toujours cette espèce de, on fait croire qu'on a le choix alors que le choix a déjà été décidé et que les politiques ne changent pas. Par contre, à l'instant, Christophe, tu parlais des États-Unis et de Trump, mais il faut voir la mobilisation qu'il a provoquée face à lui. Oui, bien sûr. Des organisations qui historiquement ne se parlaient pas ou travaillaient pas ensemble. Ouais. Enfin, faut voir les manifs gigantesques à Chicago. Pour moi qui ai vécu là-bas, même Dallas. Quand j'étais à l'école à Dallas, pour moi, c'était une ville raciste. Je ne supportais pas ce coin pourri. Et j'ai été choqué, mais vraiment j'en croyais pas mes yeux, de voir la manifestation géante avec tous les Chicanos qui se sont mobilisés pour les musulmans et contre Donald Trump. Donc il y a un moment, on n'appelle pas au suicide collectif, on n'appelle pas à ce que la peste nous affecte ou quoi que ce soit, mais à un moment on ne peut pas dire aux gens, attention, comme disait Youssef, le péril va venir voter pour un tel, alors qu'un tel va voter les mêmes politiques de ce péril. Tout ce qui change, c'est seulement l'étiquette qui sera octroyée. Je rappelle encore, François Hollande a mis en place des politiques de droite et d'extrême droite.
C'est pas rien, veut dire, les politiques sécuritaires, veut dire, je me suis égosillé pendant au moins un an et demi, faut voir les perquisitions. J'en ai qui ont divorcé à cause des perquisitions et des assignations à résidence. J'ai vu des gamins qui ont fait des crises d'épilepsie à cause de la perquisition. Et là, on ose nous dire, le pire c'est Le Pen. Mais le pire est déjà au pouvoir, c'est François Hollande. C'est pas parce qu'il a des airs de flambie et de monsieur Pépère le chat, tranquille les mouettes, que forcément sa politique est moins violente. Donc, à un moment, et là, de toute façon, encore une fois, là, je vais encore taper dessus dans ma chronique. S'il n'y a pas un sursaut de la part de chacun d'entre nous et qu'ils prennent en considération le destin commun qui est scellé, je rappelle que les musulmans, ils vont pas partir. Ils vont pas partir, ils disparaîtront pas. La donne, c'est que les musulmans sont plusieurs millions dans ce pays et qu'ils existent. Donc maintenant, c'est soit chacun s'organise pour au moins assurer une paix viable à nos enfants, soit chacun va se retrancher derrière des choix pathétiques. Et dans ce cas-là, on montrera les composantes les unes contre les autres. On fera de la politique identitaire de la part du Front National et on aura un type qui vous dira l'islamophobie c'est pas bien, mais qui mettra en place un programme néolibéral qui justement va alimenter l'islamophobie. Allez, il nous reste 1 minute avant la pub, le temps de prendre un auditeur. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir toute l'équipe. Votre prénom? Kamel, taxi. Ouais, Kamel, qu'est-ce qui se passe, taxi? On y va, on t'écoute, Kamel. Ok, ça va. En fait, moi, je vais juste faire une petite intervention, ça va être très rapide. Juste pour les personnes qui ont voté pour Macron, nous, on a été les premiers à subir un peu les foudres de leur économie sauvage. Préparez-vous à travailler en flux tendu, préparez-vous à la précarisation. Libéralisation, voilà. C'est ce qui attend la plupart des, je pense des secteurs, des concitoyens au menu. Hein. Parce que le problème avec Emmanuel Macron. Allô, oui, Christophe. Oui, on t'écoute, Kamel, vas-y. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que tu voulais intervenir. Non. Ce qu'il faut comprendre avec Emmanuel Macron, il a été au ministère de l'économie. Oui. Et il a tout fait pour, précariser un peu l'économie en France. Je m'explique. Beaucoup de travail, beaucoup de secteurs aujourd'hui subit les foudres des investissements étrangers. Macron, ça a été un des premiers où on a perdu certains de nos fleurons à participer à ces accords pour qu'on perde certains de nos fleurons qui ont été bradés. Emmanuel Macron, c'est comme, moi j'ai l'impression que c'était comme un soldat en fait, et que de toute façon, après ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Moi je pense que l'été était déjà joué par avance. Pourquoi? Parce que voilà, il a eu un soutien considérable de Bruxelles. Moi, je pense qu'on l'a placé là, et puis on a tout fait, justement, je reviens sur vos propos, ils ont tout fait pour que Hamon puisse pas aller au deuxième tour et que Mélenchon aussi n'y aille pas. Et tout a été fait, je pense, pour que Marine Le Pen arrive au second tour avec Emmanuel Macron. Oui. Je suis obligé de te couper, j'ai la pub. C'est vraiment pas de la censure. Hein. N'y va pas. Voilà. On va être coupé, donc ça sert à rien en fait. Pour moi, Macron égale libéralisation et précarisation. Merci Kamel. Le message est passé et entendu. Qui le dit. Dans un instant, les habits tranchés de Yasser Louati, de Youssef Brakni, cette fois-ci, c'est sûr. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Amis auditeurs, auditrices, France Maghreb 2, le grand forum LGF avec Yasser Louati, avec Youssef Brakni qui sont avec nous aujourd'hui pour commenter et analyser ce premier tour et la question du jour. Je vous la redonne, messieurs, dames. Là voici une question à laquelle vous êtes invités à répondre sur la page Facebook France Maghreb 2, bien sûr. Comment qualifiez-vous l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui décide de ne pas donner de consigne de vote pour le second tour, préférant s'en remettre à un vote des Insoumis? Tiens, voici quelques-uns des commentaires que vous avez adressés depuis tout à l'heure. Alors ils sont très nombreux, hein, je tiens à vous le dire. Donc je vais les trouver. Ah oui, d'accord, j'ai pas cliqué au bon endroit, c'est pour ça. Voilà, donc vous pouvez continuer en tout cas donc à réagir. Je vous les donnerai juste après d'ailleurs, les avis tranchés, comme ça sera mieux. Et n'hésitez pas à vous y rendre sur la page France Maghreb 2, la page Facebook France Maghreb 2. Chacun peut s'exprimer en toute liberté bien sûr et répondre à cette question sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui a été le seul, en tout cas le seul grand ténor de la vie politique française à ne pas avoir donné de consigne de vote. Évidemment, il y en a d'autres, hein, Philippe Poutou, mais bon, Jean-Luc Mélenchon étant celui qui est arrivé 4e avec pratiquement 20% des voix. Et donc voilà, c'est pour ça que son attitude méritait un certain questionnement. On va passer, si vous le voulez bien maintenant, aux avis tranchés avec le jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va commencer ces avis tranchés par Yasser Louati. Toute dénonciation sans passage à l'action n'est que victimisation.
Il n'y a pas de passage à l'action possible sans capacité de mobilisation. Et il n'y a pas de mobilisation possible sans lien humain et sans capacité de regard dans la même direction. Il n'y a pas de victimes d'injustice, qu'il s'agisse de l'islamophobie, de la négrophobie, du racisme anti-rom, d'antisémitisme ou de toute autre forme d'exclusion et de domination, mais des gens ciblés pour ce qu'ils sont et dominés à cause de leur atomisation. Et ces cibles vivantes sont en capacité de se défendre et de construire ensemble quand elles le décident. Notre rôle est de les y aider et de tout faire pour élargir le champ des possibles. Si les élites dominantes et leurs relais ont prouvé qu'ils n'avaient aucune volonté d'agir pour la justice sociale et pour qu'on sorte de ce retour du fascisme et de néolibéralisme, s'attendre à ce qu'ils aient une crise de conscience relève de l'utopie, pour ne pas dire de la folie. Toute lutte n'aboutit que si les décideurs politiques s'en saisissent, et ils ne le feront que si elle est politiquement rentable. Si elle ne l'est pas, rien ne peut les y obliger, sauf un changement de régime ou bien la peur de perdre le pouvoir qui leur a été confié. Car il n'y a pas plus efficace que les personnes au pouvoir craignant de perdre justement son pouvoir. Il n'y a pas de modération dans la défense des droits fondamentaux face à la radicalisation des élites, dans la défense de leurs privilèges. Appeler à la modération alors que nos enfants grandissent en intériorisant leur exclusion, c'est faire preuve de lâcheté au mieux, de trahison au pire. La charité politique n'existe pas et ce régime ne récompense pas l'éthique et la vertu, mais les rapports de force qui ne se construisent pas en vivant chacun de son côté, derrière son petit privilège, mais à partir de dynamiques humaines et intellectuelles. Ce choix qui nous est imposé, c'est le boucher qui nous demande de choisir avec quel couteau nous serons sacrifiés. Ce jeu, nous le savons tous, est truqué et la solution n'est pas dans les urnes ni dans les consignes de vote des uns et des autres qui, je le rappelle, ne font que monnayer soit leur entrée en politique, soit en prétendant représenter tel ou tel électorat, ou bien pour s'attirer les faveurs du pouvoir. On ne peut pas déserter la lutte puis donner des consignes perchées sur son fauteuil. On ne peut pas se substituer aux premiers concernés ou agir à leur place, sauf si on veut les infantiliser et ainsi en tirer profit. La solution commence par sortir du calendrier politique et électoral qui nous est imposé et de s'inscrire une bonne fois pour toutes sur le long terme. La solution ne réside pas dans un choix entre Hitler et Hubert, mais en chacun d'entre nous, en s'investissant dans la société civile. Je répète qu'on ne sous-traite pas sa lutte et on ne la délègue pas aux militants, en les laissant seuls prendre des coups en se disant « oui, ils font le travail ». Je rappelle que 46% des électeurs ont choisi des candidats ouvertement racistes. 46%, avec en plus une nouvelle donne, Marine Le Pen au second tour. Continuer de jouer dans un jeu truqué, c'est se porter volontaire pour le faire durer en étant assis sur le tabouret de l'idiot utile. Quand on veut vraiment gagner, on arrête la partie et on s'assure de l'équité des règles. Voici l'image qui me vient en tête quand on refuse d'aller jusqu'au bout. C'est comme si on était tous dans un théâtre et qu'un groupe de personnes se mettaient à faire du bruit juste pour pouvoir monter sur scène et qu'on leur offre un petit rôle dans cette mascarade. De temps en temps, on les laisse parler, mais le scénario a été écrit sans eux et la pièce se joue comme s'il n'existait pas. Non, il ne s'agit pas seulement de monter sur scène, mais de mettre fin à la pièce, de réécrire le scénario et de pousser à une redistribution des rôles. Soyez ambitieux, il n'y a pas de défaite, il n'y a que des leçons et des victoires. Yasser Louati, t'as peut-être une petite question à lui poser, Youssef, par rapport à cette vie tranchée? Oui, donc du coup, parce que moi j'en ai une. Du coup, Yasser, donc ça va être quoi? Liste autonome, liste citoyenne, mouvement politique sur le long? Alors, moi je m'inscris pas dans la dynamique des partis politiques comme on l'entend, enfin les partis politiques traditionnels. Par contre, il faut pousser à ce que émerge en parallèle d'un travail pour changer de système politique et aboutir à une constituante qui mènerait à une nouvelle constitution via une nouvelle république, il faut qu'entre-temps, les personnes du terrain se saisissent de l'opportunité qui leur est offerte avec le branle-bas de combat, avec la mort annoncée du Parti Socialiste et du Parti des Républicains, que des listes citoyennes émergent. Si au mieux elles n'arrivent pas à gagner, dans ce cas-là, au pire, elles peuvent faire perdre et ainsi devenir les arbitres. Je rappelle qu'il n'y a pas plus efficace qu'un politique qui est en passe de perdre son mandat. Oui, c'est sûr. Alors, moi, Yasser, il y a un truc qui m'interpelle quand même dans ce que tu dis, et c'est somme toute très intéressant, cet appel à ce réveil citoyen, en quelque sorte, si je peux le qualifier ainsi. Mais est-ce que quand on vote blanc, est-ce qu'on ne participe pas non plus à cette défaite qui nous... Enfin, toi, tu veux pas employer le mot défaite, mais au fait qu'on en soit là, est-ce que le fait de ne pas se prononcer au bout d'un moment,
cela ne relève pas non plus... Le vote blanc, et je l'assume parfaitement, c'est refuser de se porter caution morale ou de reconnaître les choix qui me sont imposés. Je ne m'exclus pas de la scène politique, je prends en main mon pouvoir citoyen, le peu qu'il me donne, mais je sais pertinemment que si je me mets à voter pour un tel ou un tel, je deviens donc caution morale et je reconnais que la supercherie est légitime. Donc c'est pour ça que maintenant, les listes citoyennes, une chance est offerte aux différents militants, terrains et surtout les différents quartiers. Prenez d'assaut cette opportunité qui vous est offerte. Bon, eh bien, les auditeurs pourront dire ce qu'ils en pensent, évidemment, de cet avis tranché de notre ami Yasser Louati. On va quitter un peu la politique, ça va faire du bien avec toi, Youssef Brakni. On va aller loin, là. Pour parler un peu d'histoire. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Un peu d'histoire avec la guerre du Rif que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui. Oui, voilà, comme je l'avais promis à l'antenne vendredi dernier, j'avais promis d'aborder cette guerre méconnue. Alors peu de personnes connaissent cette guerre qui s'est déroulée dans le nord du Maroc, une région Amazigh. Il est regrettable de voir que cette guerre est inconnue, y compris dans les milieux de l'immigration. Bon, moi j'avoue que je connais bien le Rif parce qu'il me tient à cœur, j'y suis éternellement attaché comme dirait un certain Manuel Valls. Mais pourquoi est-il fondamental pour nous tous de connaître cette partie de l'histoire, de notre histoire? Le Rif a été colonisé par l'Espagne, contrairement au reste du royaume marocain, qui était lui colonisé par la France. La guerre du Rif va durer de 1921 à 1926. Elle sera menée par la figure charismatique d'Abdelkrim el-Khattabi. Le lion du Rif, comme on appelle el-Khattabi, va fédérer toutes les tribus amazighes du Rif. Une unité sans précédent dans cette région montagneuse, car le colonisateur espagnol avait réussi à pénétrer cette région en jouant des rivalités entre tribus. Abdelkrim el-Khattabi va proclamer, je cite, « Nous considérons que nous avons le droit, comme toute autre nation, de posséder notre territoire, et nous considérons que le parti colonial espagnol a usurpé et violé nos droits, sans que sa prétention à faire de notre gouvernement rifin un protectorat ne soit fondée. Nous voulons nous gouverner par nous-mêmes et préserver entiers nos droits indiscutables. » Abdelkrim va proclamer la République du Rif, ce qui aura un retentissement considérable pour tous les colonisés du monde. Pour les colonisateurs, il n'y a pas d'autre option que l'écrasement. Cette République est un affront et la libération des Rifins peut devenir contagieuse à toute l'Afrique. L'Espagne va mettre toutes ses forces dans la guerre, mais l'armée espagnole sera écrasée par les troupes d'Abdelkrim à la bataille d'Anoual, qui deviendra une référence de la guérilla pour tous les mouvements anticoloniaux dans le monde. Alors même que les Rifins seront en infériorité numérique et en armes, Abdelkrim el-Khattabi va se révéler être un redoutable tacticien. Les Espagnols vont perdre jusqu'à 12 000 hommes dans cette seule bataille. Les montagnes du Rif seront débarrassées durant cette période de toute présence espagnole, de toute présence coloniale. Et les Rifins vont pouvoir y respirer l'air de la victoire et de la libération pour un moment. L'Espagne ne peut laisser un modèle anticolonial se propager. La France non plus. Elle décide à son tour de rentrer dans la bataille pour éviter une contagion dans ses colonies. Entre colons, c'est bien connu, on se soutient. Les Rifins vont donc avoir affaire à deux puissances coloniales, alliées de circonstances. Ne parvenant pas à défaire Abdelkrim sur le terrain, l'Espagne, avec un tout jeune général, qui vient d'être nommé, un certain Franco, va utiliser massivement l'aviation. L'aviation est une nouvelle arme pour l'époque. Elle va se montrer efficace contre une guérilla insaisissable. Mais surtout, Franco va ordonner l'utilisation d'armes chimiques sur des populations civiles. C'est une première dans le monde. La guerre du Rif verra la première utilisation d'armes chimiques sur des civils. On en mesure les séquelles encore aujourd'hui. Cette région connaît les taux de cancer de la gorge et du cavum les plus importants du monde. Franco va être aidé dans son entreprise par un autre général français, Pétain. À eux deux, ils vont faire un usage massif du bombardement aérien et de l'artillerie lourde, de nouvelles armes qui tuent des civils en masse. Face aux destructions massives et pour préserver son peuple, Abdelkrim va capituler le 27 mai 1926. Cette guerre du Rif aura un impact considérable sur l'histoire européenne. Si Franco avait perdu cette guerre, il ne serait jamais arrivé à la tête de l'Espagne pour y installer le fascisme. Il en est de même pour Pétain, qui trouvera dans cette guerre coloniale une autre occasion de s'illustrer et d'affirmer son image de chef militaire implacable, qui le mènera au pouvoir en 1939 pour collaborer avec les nazis. Pour tous les anticolonialistes d'aujourd'hui, Abdelkrim est une référence. En 1971, recevant une délégation du Fatah palestinien, Mao Tse-tung leur déclarera « Vous êtes venus pour que je vous parle de la guerre populaire de libération, alors que dans votre histoire récente, il y a Abdelkrim, qui est une des principales sources desquelles j'ai appris ce qu'est la guerre populaire de libération. Pourquoi donc avez-vous fait tout ce chemin alors que vous avez le maître, Abdelkrim ?» Youssef, tu m'as appris un truc aujourd'hui.
Ah oui. La première utilisation d'armes chimiques. Oui, le gaz moutarde a été utilisé pour la première fois sur des civils, hein, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il a été utilisé sur des soldats. La première fois qu'il a été utilisé sur des civils, eh bien, ce sont les rifins qui malheureusement en ont été victimes. Et les conséquences encore aujourd'hui, dit-il. Encore aujourd'hui, il y a même carrément un collectif de rifins qui a saisi l'ONU pour demander des réparations, parce qu'il y a vraiment un taux de cancer impressionnant dans cette région. Yasser, tu le savais? Non, je connaissais Abdelkrim Al-Khattabi. J'avais vu ça il y a quand j'étais au lycée. Mais par contre, non, encore une fois, pour l'utilisation du gaz moutarde, non, ça je savais pas. Et d'ailleurs, je tiens, c'est pas par ce côté-là, mais je suis vraiment heureux et fier que ces rappels historiques soient faits par Youssef. On a une culpabilité commune sur la non-transmission de notre histoire. En fait, et après on s'étonne que nos enfants grandissent avec des complexes d'exclusion et d'infériorité quand eux-mêmes ne connaissent pas leur propre histoire. Je partage à 1000%. On leur apprend pas qui s'est battu, des personnes qui leur ressemblaient et des personnes à qui ils peuvent ressembler et de qui ils peuvent s'inspirer. Oui. On a je veux dire, la tâche elle est monumentale. Pour moi qui viens de l'école publique et qui ai fait la DAS et qui est passé par les institutions de l'État, je peux vous dire que j'aurais aimé qu'on m'enseigne ce que mon histoire m'apprend comme leçon. Et là, je veux dire, encore une fois, ce week-end, j'étais à Chambéry en conférence et je découvrais des militants qui étaient la mémoire vivante de nos luttes. Et là, je veux dire, sincèrement, j'ai eu de la peine en me disant, où est-ce qu'on a échoué? Où sont nos plateformes pour transmettre ce travail de mémoire? Est-ce qu'on est à ce point-là devenu naïf, voire imbécile, pour s'attendre à ce que le groupe dominant enseigne à nos enfants l'histoire qui pourrait les rendre fiers et autonomes? Je veux dire, je prends pour mon exemple à moi, j'ai été exposé aux luttes contre l'injustice par un Américain, Malcolm X, en 92, par le film de Spike Lee. Où était, je veux dire encore une fois, et là je vais mettre les pieds dans le plat, et je suis prêt à débattre avec quiconque me fait ce reproche. Que font les mosquées qui enseignent des choses dans les mosquées à nos enfants? Moi je veux bien qu'on enseigne le religieux, je veux bien qu'on enseigne la langue arabe, bien sûr c'est des fondamentaux, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi apprendre à nos enfants à développer une identité sereine, qui développe un équilibre au lieu de se sentir exclu dès le plus jeune âge en apprenant une histoire qui n'est pas la leur, où on leur dit ta position était celle de subalterne, et en plus on leur cache la contribution qui a été celle de leurs grands-parents et arrière-grands-parents pour libérer la France, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, les élites blanches et chrétiennes de ce pays collaboraient avec les nazis. La dette de la France envers l'immigration postcoloniale est impayable, aussi bien pour la libération que pour la reconstruction du pays. Et pourtant, on ose dire à nos enfants qu'ils devraient se sentir inférieurs et l'accepter. Merci donc 1000 fois Youssef pour ce rappel. Je partage à 1000% ce qui vient d'être dit par Yasser. À la question, comment qualifiez-vous l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Alors vous êtes beaucoup à répondre, hein. Hop, je vais prendre quelques commentaires comme ça au hasard. Un auditeur nous dit sa réaction est décevante, il a raté sa sortie, gonflé d'orgueil, il a oublié qu'il avait bénéficié d'un vote utile de la part de nombreux électeurs gauche désorientés par la configuration inédite de cette campagne électorale. Autre commentaire de Virginie qui nous dit il a raison, il ne cherche pas à influencer qui que ce soit comme certains l'attendaient, libre à chacun de voter en âme et conscience. Je salue ces hommes politiques qui ont décidé de ne pas soutenir les candidats restants. Autre commentaire, Grégoire qui nous dit pour moi il a raison, pourquoi participer à l'élection de quelqu'un qui ne nous représente pas et qui ne nous correspond pas? Cela veut dire que Macron ne sera pas élu pour ses positions et ses idées. Faut-il encore qu'il en ait concrètement, nous dit cet auditeur, mais juste par dépit. Je ne participerai pas à cela, j'irai aux urnes, mais aucun n'aura ma voix. Entre racisme et pro-sionisme, je ne choisirai pas. Donc à mes yeux, Monsieur Mélenchon se positionne justement. Donc voilà, pour Grégoire, un petit dernier. Raphaël qui nous dit bonjour, j'adhère à sa façon de voir les choses. Je trouve qu'il est en phase avec ses idées et qu'il force le respect. Chacun est libre avec ses idées de participer à l'élection de Macron. Malheureusement, le vote blanc n'est pas comptabilisé car il est vrai à dire que les deux candidats restent un danger réel pour la paix civile, et l'un pour sa haine et son fascisme, et l'autre pour son projet économique de libéralisation qui est une catastrophe pour les acquis sociaux en France, un danger, nous dit cet auditeur. Vous voyez, c'est très partagé. Attendez, je vais essayer de trouver
Un autre commentaire. Bon, ça c'est un commentaire religieux, je n'ai pas l'habitude de les lire. Non, parce que bon, après, chacun peut dire n'importe quoi. Tiens, un petit dernier. Safi Eman Barry qui nous dit: après la déception du résultat du premier tour, Mélenchon enfonce le clou en nous imposant une seconde déception. J'ai voté Mélenchon, mais j'ai vanté Mélenchon, mais je me rends compte que c'est le fauteuil, sinon rien. Et je tiens à remercier toute la communauté musulmane, black, enfants d'immigrés, mineurs, de ne pas être allés voter. Pour la plupart, c'est vraiment idiot. Regardez le résultat. Voilà, pour ce commentaire-là. Il y en a beaucoup. Je vous invite à aller participer. C'est aussi un échange démocratique que d'utiliser la page Facebook France Maghreb 2 et de participer donc à la question du jour. En un mot, donc vous disiez tous les deux, il a eu raison, Mélenchon, de se positionner ainsi. Mais clairement. Voilà. Non, il a complètement raison. Et puis franchement, je pense que c'est plutôt le contraire. Il aurait perdu sa base, je pense. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, mais c'est anti-républicain ce qu'il fait? Mais attends, alors à un moment on dit il enferme, il a tout mis sous sa personne, il laisse un individualiste et maintenant qu'il consulte sa base, on lui fait le reproche. Bah oui. Il a été porté par un mouvement et il consulte son mouvement. Veut dire encore une fois, ça veut pas dire être d'accord avec lui, ça veut dire il va au bout de sa logique et qu'on respecte ça. Arrêtez de vous comporter comme des moutons et attendre des consignes de vote. Allez, dans un instant, on va laisser liberté à nos auditeurs pour nous donner un petit peu leur ressenti sur ce qu'ils vont faire aussi, parce qu'on en parle d'ores et déjà. On a entamé cette campagne du deuxième tour avec, tiens, je vous donne une date importante, c'est le 3 mai qu'aura lieu ce débat d'entre deux tours, Macron-Le Pen. Et puis je voulais vous donner quand même dans les villes dans lesquelles on aimait, c'est-à-dire Marseille, Dijon, etc. Qui est arrivé en tête? Sachez qu'à Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec 24,82%. Ah ouais, dans la ville de Marseille. Voilà, ville de Marseille, dans toute la ville de Marseille. Le Pen a fait 23,66 à Marseille. Macron a fait 20,44 et Fillon 16. Hamon 5,3. Ouais, c'est bon. Voilà. À Dijon, c'est Macron qui est arrivé en tête avec 26,3%, devant Jean-Luc Mélenchon 26,1%. Ensuite, il y avait Fillon et Le Pen. À Clermont-Ferrand, c'est également Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 27,01%, devant Jean-Luc Mélenchon à 22%. Le Pen en troisième position, suivi de Fillon. À Metz, Macron est arrivé en tête avec 27,66%, devant Jean-Luc Mélenchon 20,03%. Suivi de Fillon et de Le Pen. À Reims, Macron également arrivé en tête avec 27,30% devant Le Pen. En deuxième position. À Orléans, Macron arrive en tête avec 29,03 devant Fillon. Donc à Orléans. À Paris, Macron en tête avec 34% à Paris. 34%. Pour Macron, et sachez que Marine Le Pen a fait, on le disait tout à l'heure, donc 4% pour Paris. Sinon j'ai quoi? J'ai Amiens, Macron toujours, Macron avec 28% devant Jean-Luc Mélenchon. Et pour finir, Le Havre, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au Havre devant Macron. Voilà pour ce qui est des résultats des villes dans lesquelles on aimait. Vous voyez que c'est assez partagé. Bon, finalement, Macron est arrivé en tête quasiment partout. Ouais. Voilà. Allez, on y va, messieurs, pour les coups de cœur avant de laisser la place aux auditeurs pour Libertad dans quelques minutes. France Maghreb 2, le coup de cœur. On va commencer par Youssef, puisqu'on a commencé par Yasser tout à l'heure. Youssef Brakni pour ton coup de cœur d'aujourd'hui. Alors, le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est demain, une mobilisation pour Bagui Traoré qui passe en appel. Bagui Traoré qui subit un véritable acharnement de la part de la justice, parce que c'est le témoin clé de la mort de son frère Adama Traoré. Et donc, il y a toute une manipulation, une manœuvre pour essayer de le briser, de le casser. Dans la perspective de la mise en examen des gendarmes qui sont responsables de la mort de Adama Traoré. Et donc voilà, j'invite tout le monde à venir massivement au tribunal demain à 13h à la cour d'appel de Versailles. C'est pas si loin en RER-C, je crois. C'est vraiment pas loin, c'est à côté et c'est pas loin de la station. Et donc vraiment c'est très important d'y être parce que plus on sera nombreux, plus il y aura un impact sur les juges et ça va créer les conditions du rapport de force pour le verdict. Merci Youssef. Donc demain 13h, c'est ça? 13h cour d'appel de Versailles. Cour d'appel de Versailles pour l'affaire Traoré, Bagui Traoré en l'occurrence. Yasser Loitier pour les listes citoyennes. Exactement, donc c'est un encouragement à tous ceux, bon j'ai eu des échos ici et là, donc en même temps chez Youssef à Montreuil et Bagnolet, donc il y en a d'autres qui s'organisent ailleurs. Il y en a encore qui hésitent.
Et j'ai parlé à certains en me disant, mais attends, mais il y en a qui viennent du monde associatif et qui sont parachutés, qui veulent récupérer, etc. Je leur dis, écoutez, votre légitimité terrain, personne ne vous l'enlever, sauf si vous l'abandonnez. Donc maintenant, si un travail terrain qui a été fait, il doit être renforcé par un travail politique. Ça ne veut pas dire manger dans la gamelle, ça veut dire justement aller jusqu'au bout de toute logique d'autonomie, d'auto-organisation. Donc les gars, allez-y, inscrivez-vous et n'ayez pas peur d'avancer. Et encore une fois, si vous gagnez pas le poste, vous serez en position d'arbitrer. N'oubliez pas que le taux d'abstention est toujours élevé. C'est votre quartier, c'est votre circonscription. Dans ce cas-là, n'ayez pas peur et avancez. Très bien, eh bien le message est lancé et on en reparlera, on aura l'occasion justement d'en recevoir plein peut-être qui font partie de ces listes citoyennes pour les législatives, puisqu'on va en parler, on va s'y attaquer, s'y atteler très rapidement, parce que c'est vrai qu'on parle de cette présidentielle qui est un rendez-vous important, mais finalement les législatives ne sont-elles pas plus importantes pour l'avenir, pour les lois qui vont être votées par cette majorité parlementaire et peut-être aussi mettre à disposition de Macron une opposition assez forte pour qu'il puisse peut-être pas faire tout ce qu'il veut. Voilà, c'est peut-être aussi la possibilité d'agir encore, donc rien n'est perdu encore, bien sûr, même si Macron est élu président, demain une opposition peut s'organiser. À vous de jouer quoi, mais à vous de jouer dans le bon sens. Dans un instant, Libertad, vous, amis auditeurs, auditrices, nous donnez un petit peu votre ressenti, ce que vous avez l'intention de faire pour ce second tour. Il y a Salwati, donc tu maintiens, tu t'abstiens. Blanco. Youssef? Pareil, abstention. D'accord. Bon, on en revient dans un instant, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Auditeurs, auditrices, la liberté a frappé à votre transistor. Sachez l'accueillir. À bon escient, 01 40 33 9000. On a vécu ce premier tour. Eh bien, vous nous donnez un petit peu votre ressenti par rapport à tout ce qui a été dit. Enfin, vous nous dites ce que vous voulez finalement, puisque c'est votre moment Libertad. 01 40 33 9000. On y va les gars, c'est parti. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir. Jamila. Oui, bonsoir Jamila. Voilà. Comme prévu, Fillon direct au mur. Mélenchon, petit père, je lui dirais, il est jamais trop tard. Vous avez fait pas des salles, en plein air, à gogo. Chapeau. Macron, c'est une première en France. Ni gauche, ni droite. Il a séduit pas mal. Donnons-lui cette chance. Mais sans Valls, ni Srozi, ni ces xénophobes, c'est à cause d'eux qu'il y a eu cette montée de racisme contre les musulmans. Alors, moi, je ne suis pas surpris de voir Marine en second ou en premier lieu. Alors, c'est une punition directe à ce qui a été mijoté, monté. Aujourd'hui, il ne faut pas que notre hiérarchie, ils sont surpris. Mais, ça veut dire Marine, elle a eu tous les honneurs. Aujourd'hui, elle a trouvé la tarte prête. Alors, il nous reste Macron. C'est un bon. On va lui donner cette chance. Je vous remercie. Merci Jamila. Bon, écoutez, vous avez déjà l'air d'être séduite. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Et Kamel, de Paris. Oui. Bon, écoute, je vais pas perdre de temps, j'ai pas envie de m'étaler sur ce qui s'est produit, etc. Si ce n'est que j'ai écouté attentivement Yasser, et je le rejoins effectivement à la fois dans ses envolées, parce qu'elles sont profondes et sincères, et ça je le sais pour l'avoir suivi depuis très longtemps sur l'antenne, et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. On va pas épiloguer là-dessus, il se passe ce qui se passe, mais c'était couru. Moi je crois que ce qui serait intéressant, et là je lance un défi à tous ceux qui nous écoutent, et vous-même les uns et les autres, acteurs de la société civile, etc., chiche pour donner un exemple qui soit concret. Et je vais en citer un notamment. Nous avons un Premier ministre qui nous a insultés, qui a insulté nos mères, nos filles, nos femmes, nos enfants, etc. Il s'agit de Monsieur Valls. Il est dans un département où nous pouvons les uns et les autres, moi j'appelle tous ceux qui nous écoutent, à mener des sanctions à l'égard de tous ceux qui en un moment, qui soient députés, maires, etc., ont pris des positions insultantes à l'égard de notre communauté. Alors c'est pas la peine d'épiloguer sur les partis politiques, etc. On voit bien aujourd'hui ce qu'ils valent, c'est-à-dire rien à mon avis. Et effectivement, le vote blanc, très justement, mon cher Christophe, tu disais qu'effectivement, voter blanc, ça voulait dire que finalement, par dépit, on s'abstenait quelque part. Eh bien moi je dis, sanctionnons
de manière concrète. Monsieur Valls, dans son département, il ne doit jamais plus être élu à n'importe quel poste, ni à la députation, ni en tant que maire, ni en tant que ceci. Il suffit de se mobiliser. Mais tous ceux, et j'appelle tous ceux qui nous écoutent, à monter une liste de tous les députés, maires et hommes politiques qui ont eu à l'égard un comportement méprisant, insultant au travers de notre communauté, c'est pas mal. De la publier, et moi j'appelle à ce que nous la publions sur les réseaux sociaux pour sanctionner tous ces hommes et ces femmes qui ont été dans l'insulte à notre égard. Merci Kamel. Oui. Merci Kamel. Bonne proposition, voilà. Allez, ça c'est. Je dis à Yasser et tous ceux qui nous écoutent, tous les politiques, enfin tous ceux qui sont un peu baignés là-dedans, et tous ceux effectivement à l'antenne de France Maghreb 2 sont venus nous solliciter pour des votes vers une gauche qui finalement... Non, mais Kamel, arrête ton refrain, à chaque fois tu fais la même. Il y a personne qui est venu te solliciter. Il y a des gens qui parlent. Non, mais Kamel. Et un républicain, donc le débat, moi je le suscite. Personne dans cette émission est venu demander des voix. Ils sont venus s'exprimer, libre à chacun de voter pour eux ou pas. Ok, ça n'a rien à voir. On n'est pas venu pour quémander. Mais mon émission c'est pas. C'est pas un endroit où tu viens quémander des voix, mon vieux. Merci Kamel. 01 40 33 9000. Preneur ou pas pour la proposition de Kamel? Elle est plutôt pas mal, non? C'est-à-dire on fait un listing de tous ces députés, parce qu'on va s'agir des élire dans quelques semaines, de tous ces députés qui ont eu des propos islamophobes, etc. Et puis de les sanctionner, quoi. Il y avait déjà eu ça, faire valser Valls, je sais pas si t'avais connu. Ouais. Une mobilisation pour le faire valser, ça n'a pas marché. Bon. Mais il faut voir. Ok. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed. Ouais, c'était pour rappeler que Mohamed El-Khattabi était pour l'unification du Maghreb, qui avait beaucoup aidé les pays voisins, Algérie et Tunisie, qu'il avait remporté des batailles sanglantes contre l'Espagne, qui leur a fait une sacrée claque, et qu'il est enterré en Égypte et que la royauté lui a toujours refusé que sa dépouille soit rapatriée au Maroc. Merci, je voudrais que Yasser la prochaine fois nous fasse une chronique justement sur la complicité du roi du Maroc, les différents rois du Maroc, Youssef, les régimes espagnols. C'est Youssef, Mohamed. C'est pas Yasser, c'est Youssef. Droit d'auteur, faites gaffe avec ça. Merci Mohamed. Mais effectivement, il est enterré. Il va retrouver en jugement bientôt. Il est enterré en Égypte et d'ailleurs Nasser il est mort en 63 et Nasser lui a fait des hommages grandioses. Ouais. Et je tiens à dire que les Algériens se sont battus auprès de Al-Khattabi, mais j'allais pas tout mettre en fait. Oui, non, c'est bien. Le petit-fils de l'émir Abdelkader avait fait une des troupes qui sont pas parties prêter main forte. Et les Tunisiens ont aussi protégé les armes du FLN pendant la libération. Oui, il fallait bien. Tunisien. Allez. Mais là, on est dans les années 20, là, Yasser. Ouais, mais bon, je veux dire, ça montre quand ils veulent travailler ensemble, ils y arrivent. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ah, bien joué. Bien joué. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Il reste peu de temps. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde, bonsoir bien sûr à la radio. C'est à dire simplement que les gens ne tiennent pas beaucoup l'antenne parce que c'est une minute à propos de Kamel. Oui, c'est vrai, t'as raison Kamel, c'est vrai. Vite, allez vite. Bien sûr. Et je remercie Kamel il a de la chance. Souvent, il passe à 17h. Ce que c'est à dire sur Fillon. Moi, je pense que Fillon, je vous le dis franchement, on a voté sur un homme et pas sur son programme. Et malheureusement, je pense que c'est vrai, il a fait des erreurs. Mais il a un programme très cohérent et c'est pas un programme où on distribue de l'argent à n'importe comment. Il avait deux propositions qui étaient très importantes concernant la suppression des fonctionnaires. Il ne va pas supprimer tout le monde. Et deuxièmement, c'est-à-dire encourager le travail, le libéralisme, qu'il faut avoir un seul revenu d'assistanat. Ok, mais là c'est pas la peine de défendre le programme de Fillon, il est à out, donc ça sert à rien en fait. Tout simplement, c'est à cause de Dupont-Aignan, ces 5% là qui l'ont permis de ne pas passer au deuxième tour. Qui, les enseignants? Non, c'est à cause de Dupont-Aignan, il dit. Ah, c'est à cause de Nicolas Dupont-Aignan. Il a pris sa vengeance. C'est ta faute. Voilà. Merci Kamel. Bon. Dupont-Aignan. C'est des Libertad, hein. Voilà. Allô, bonsoir. Dernier. Allô. Faut y aller là, faut se réveiller les gars. Allô, bonjour. Bon. Les Libertad là. Libertad 01 40 33 9000, j'en prends un petit dernier. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom? Sabrina. Bonsoir Sabrina, vous nous appelez d'où? De la Seine-et-Marne. Très bien, on vous écoute Sabrina. Donc moi je demande à toutes les personnes qui peuvent voter d'aller voter, même si le programme de Macron c'est pas celui qu'on espérait, on va dire. Il est assez flou, il est pas concret. Mais au moins d'écouter quand même Marine Le Pen, parce que si ça passe,
si elle passe, c'est vraiment la cata. Merci Sabrina pour le rappel. Merci. À bientôt. Voilà, ben écoutez, on va terminer là. Évidemment, vous aurez la possibilité de nous faire des nombreux rappels tout au long de ces jours à venir. Mais c'est vrai, la bonne remarque que je retiens de Kamel qui nous dit faut que les auditeurs aillent un peu plus vite. C'est Libertat, faut que ça aille plus vite que ça. C'est pas des monologues, hein. Chacun, voilà, doit arriver à l'antenne et pouvoir exprimer son idée, mais pas de s'étaler. Voilà, sinon, ça laisse beaucoup de frustrés derrière et c'est pas bien. Alors, un petit mot les gars de votre activité, Yasser, Youssef, profitez-en parce qu'on va pas se revoir si tôt, donc allez-y. C'est vrai, il y a plusieurs lundis. Bah, je sais pas, attendez, oui, mais le lundi, on peut venir les autres jours, monsieur Loati. Moi, je viens les autres jours, moi. Bah, Youssef, il est venu vendredi, tu vois. Ouais. Le vendredi, c'est Bracni aussi. Non, l'actu, toi, c'est le 26, là. À Montreuil. À Montreuil. Je serai avec lui. 26 avril. Venez nombreux, on va casser la baraque, on vient en soutien. C'est où à Montreuil? 50 avenue de la Résistance. En plus, c'est très parlant. Croix de Chavaux. Métro Croix de Chavaux, ligne 9, c'est pas loin de Paname. Oui. Ouais, franchement, faut être là, ça va être bien. À quelle heure? C'est à partir de 19h. 19h, d'accord. On va parler de quoi? On va parler du coup de discrimination dans le cadre législatif. Et les échecs institutionnels. Ouais, les échecs institutionnels et puis comment décoller cette question-là pourra peser dans les législatives. Et je rappelle à ceux qui ont vu l'affiche que je ne me présente pas aux législatives. Ouais, tout le monde a cru qu'il se présentait. Parce qu'en fait, j'ai eu des commentaires. Ah, Yasser, tu te présentes aux législatives? Non, je viens en soutien. Et il y a des gens qui ont cherché aussi tes origines. Dès qu'ils ont vu que t'étais sur l'affiche, ils ont dit, mais de quelle origine Yasser? Tu vois, pour faire bouger le vote communautaire, je sais pas. Mais ça m'a fait rire. Du coup, on n'a pas répondu, on a laissé suspense. Ah, non. Voilà, bon, je réponds à la radio. Il a répondu tout à l'heure, hein. Il a répondu. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est notre voisin de droite. Voilà. De droite là-bas? De droite en regardant l'Algérie de face. Le petit. Voilà. Le petit pays, quoi, je veux dire. Exactement. Le département algérien. Le pays. Bon, j'ai une bonne blague et j'avoue, bon, là, on me l'avait raconté il y a une dizaine d'années, c'était, la Tunisie, elle a voulu élargir l'aéroport de Tunis-Carthage. Ouais. Et il fallait agrandir la piste. Ils ont dû appeler l'Algérie et la Libye pour demander l'autorisation. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, non? Ouais, c'est exactement ça. Très bien. Merci Yasser Loati, merci Youssef Bracni, à bientôt les gars. Voilà, à bientôt, salut. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride sur France Maghreb 2. Pour l'heure, le flash, le rappel de l'actualité de ce lundi avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron engrange de plus en plus de soutien. Il affronte la candidate d'extrême droite Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain. Le bureau national du Parti socialiste a décidé à l'unanimité de voter pour Macron. C'est le cas également du chef de l'État François Hollande qui s'est exprimé il y a environ 1 heure. Le cas également des ténors du parti Les Républicains, mais aussi du MEDEF, de la CFDT ou du syndicat de Police Alliance. Un front républicain qui est déjà critiqué par Marine Le Pen, qui était ce matin dans un marché de Rouvroy dans le Pas-de-Calais. Marine Le Pen, elle, se pose en challenger avec un gros réservoir de voix, dit-elle. La candidate Front National est déjà en campagne pour créer la surprise le 7 mai prochain lors du second tour de la présidentielle. Elle sera d'ailleurs ce soir l'invitée du 20h de France 2. Les candidats des 2 principaux partis ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle. C'est du jamais vu sous la Ve République. Le Parti socialiste n'est qu'à 6% à peine. Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait le plein dans certains fiefs socialistes, comme en Dordogne. Et puis, tout le monde ne suit pas la consigne chez les Républicains. À l'encontre de la position de François Fillon, sa coordinatrice de campagne dans le Nord, Françoise Ostalier, a indiqué qu'elle voulait faire battre Macron et donc voter Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui se rendront demain à l'hommage national aux policiers tués sur les Champs-Élysées jeudi. Dans l'actualité également, 6 jours après leur interpellation à Marseille, les 2 hommes suspectés de préparer un attentat durant la campagne ont été mis en examen et écroués hier. Un mot de sport, Ligue 1 de football avec la victoire de Monaco sur Lyon hier soir, 2-1. Du coup, les Monégasques retrouvent leur place de leader avec un avantage au goal average face à Paris. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.